Merci. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices de m'avoir conviée à cette réunion extrêmement intéressante pour moi. Alors, j'ai un peu pompeusement appelé la présentation enjeux éthiques de l'innovation en santé. Je dirais plutôt de quelques enjeux éthiques, puisque je ne vais pas absolument tout couvrir, ce n'est pas mon intention. Je vais même préciser que pour la présentation aujourd'hui, je vais m'appuyer sur deux éléments. Le principal, c'est un travail qui a été, que j'ai co-coordonné avec Marie Grosset, qui est une juriste du Conseil d'État, qui était à l'époque membre du comité d'éthique de l'INSERM, qui est donc présidé par Hervé Schneeweiss, et au cours duquel nous avons réfléchi aux enjeux donc, de l'innovation en santé, avec cette note qui est accessible très librement sur tous les bons réseaux de diffusion d'informations scientifiques. Et alors, cette note, elle est partie d'une discussion qu'on a eue en comité à un moment donné où, je ne me rappelle plus duquel, mais un nouveau traitement a été mis sur le marché, qui était une thérapie avec un effet tout à fait intéressant, important, inédit, mais associé avec un tarif, des prix associés qui étaient exorbitants. Et l'interrogation, donc c'était, donc on est content, certains parlent de retour de l'innovation, mais comment ça se fait-il que ces médicaments, qui pour certains reposent sur des résultats qui ont été produits dans nos laboratoires publics, en viennent à coûter aussi cher? Voilà, c'est une question assez naïve, quelque part, on savait bien que derrière il y avait beaucoup de complexité. Donc, quels sont les impacts sur nos systèmes de protection sociale tels que celui qu'on a en France en termes d'égalité d'accès et puis de soutenabilité, bien sûr, de ce régime de protection avec ces évolutions de coûts. Et de façon plus générale, finalement, pourquoi ne pas interroger ces coûts sociaux, environnementaux des innovations et réfléchir à ce qui pourrait être un chemin vers le soutien à des innovations plus frugales. Et là, évidemment, ces questions-là, elles ont été déjà posées beaucoup de fois avant nous. Il y avait notamment déjà en 2007 cet avis du Comité consultatif national d'éthique sur la promotion d'une médecine plus humaine et respectueuse de ses moyens qui doit interroger les dérives technologiques de ce toujours plus. Donc on était sur cet axe-là. Alors pour faire ça, on a mené pendant 2 ans une série d'entretiens avec des chercheurs de l'Institut ou d'ailleurs, avec des responsables de la valorisation, avec des économistes, avec des acteurs de ce domaine. Je vais y revenir. Ça, c'est le premier point d'appui. Et mon second point d'appui a trait aux recherches que je mène depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai commencé ma carrière de chercheuse à l'INSERM en faisant des statistiques pour la génétique humaine. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années, en lien d'ailleurs avec les premiers questionnements éthiques autour de la constitution des grosses bases de données, je me suis formée aux sciences sociales de la santé. Et donc, je mène depuis 15 ans une série d'enquêtes de sociologie, anthropologie, sociologie des sciences et de la santé avec des collègues. Actuellement, par exemple, nous travaillons sur les enjeux des trajectoires d'innovation en génomique. J'y reviendrai dans le contexte à la fois des maladies rares, du cancer et de quelques maladies chroniques. On s'intéresse aux représentations de la prévention et du bon soin dans les pratiques d'innovation en oncologie au sein du CERIC Institut, donc un endroit où soins et recherche sont intimement mêlés. Et de façon plus générale, au sein de l'Institut Santé numérique en société, qui fait partie du Paris Santé Campus, qui s'interroge sur les déterminants et les effets sociaux de la santé numérique. On travaille par exemple avec des pneumologues de Brest en ce moment sur le développement d'algorithmes pour aider à la décision médicale partagée dans la prévention de la maladie thromboembolique veineuse. Alors, je vais commencer rapidement par un petit retour autour de quelques résultats qu'on a dans ces enquêtes et qui me marquent. D'abord, et je pense que le début de cette session l'a bien montré, on est dans des situations où l'innovation est définie avant tout par et depuis les technologies.
Je ne veux pas dire que toutes les innovations sont considérées comme technologiques, et on a bien vu dans les 2 autres interventions à quel point il faut du social tout autour pour faire fonctionner ces technologies, mais on part du principe que tout va commencer avec une nouvelle technologie d'analyse moléculaire, cellulaire, numérique, robotique, imagerie. On a eu des beaux exemples présentés par les orateurs. Et donc cette centralité tente à masquer justement les effets massifs de ces innovations technologiques sur le travail professionnel, avec le développement de nouvelles organisations du travail, et qui sont finalement des véritables innovations sur le plan de l'organisation, avec la montée en puissance de plateformes de longue portée, c'est-à-dire qui peuvent avoir un rayon d'action important sur le territoire, avec des infrastructures de données qui sont de plus en plus complexes, et vraiment ça a été bien présenté juste avant, comment on essaye d'articuler tous ces niveaux de données d'une qualité et d'une complexité variées. Et enfin, la multiplication de ce que je qualifie un peu rapidement, mais d'arènes de délibération. Je pense à la multiplication des réunions de concertation pluridisciplinaire, mais ce n'est qu'un de ces exemples de ces nouvelles façons d'organiser le travail autour de ces innovations. Il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers autour de ces technologies. Donc, bien sûr, dans les champs qu'on travaille, la montée en puissance de la bioinformatique, mais aussi l'arrivée, par exemple, j'en reparlerai rapidement, mais autour du plan France Médecine Génomique, de nouveaux métiers comme les chargés de parcours génomique, donc une fonction d'accompagnement, de fluidification de ce rapport à l'innovation. Et dans toutes les situations, une intensification de la charge du travail technique autour des données, de tout ce qu'on qualifie en sociologie de coulisses du soin, c'est-à-dire une partie du travail qui est largement invisible, mais qui prend des proportions de plus en plus importantes. Voilà. Donc ça, c'était des éléments sur l'évolution du travail des professionnels. Du côté des trajectoires de soins, évidemment aussi que ces innovations ont des impacts, alors qui sont... Quand on fait des entretiens avec les patients de façon intéressante, qui sont plus ou moins perçus, qu'est-ce qui fait? Et là, on est au cœur d'une interrogation que je vais développer, mais qu'est-ce que c'est qu'une innovation? On a été surpris lors d'une toute première enquête qu'on menait autour avec des patients atteints de leucémie, sur le fait qu'on leur posait des questions sur comment ils percevaient l'arrivée des tests génétiques dans la prise en charge de leur maladie, et c'était invisible en fait. L'innovation, c'était les thérapies ciblées, parce que les médecins parlaient d'innovation à ce moment-là, y compris d'ailleurs en évoquant la chance de pouvoir accéder à des thérapies aussi efficaces et aussi coûteuses. Mais donc on voit que la question de qu'est-ce qui est jugé comme innovant dans l'expérience des patients n'est pas forcément celle qui font le gros de notre intérêt quand on parle de la définition de l'innovation qui occupe les professionnels. En revanche, on décrit de façon assez systématique la complexification des trajectoires, notamment avec des effets de multiplication des interlocuteurs. Et puis, en lien avec cette complexification, des effets contrastés sur les inégalités de santé produites autour de ces technologies, parce que, je vais en dire un mot tout à l'heure, mais en France, il y a une politique nationale de droit d'accès à ces innovations, avec tous les guillemets qu'il y a pour droit et accès, mais précisément, pour autant, pouvoir avoir recours à ces innovations, et c'est-à-dire être en mesure de suivre les parcours de soins qui vont avec dans la vie dans laquelle on est quand on est patient, c'est pas toujours également réparti. Alors, je vais revenir sur les réflexions qu'on a eues dans cette note. Donc, on est parti d'une acception, finalement, on s'est dit, c'est pas l'enjeu de partir avec une bonne définition de l'innovation, parce que de toute façon, il n'y en aura pas. Et ce qu'on veut, c'est de poser des problèmes plutôt que de partir d'une définition stricte. Donc, par exemple, on a considéré que c'était une invention qui s'est diffusée, qui réorganise les besoins, avec éventuellement des mutations économiques et sociales. Par contre, on a aussi pris pour point de départ que l'innovation est une valeur sociale forte qui peut devenir un objectif en soi, indépendamment de l'interrogation précisément sur ce qu'il y a derrière ce terme.
Dans le cadre de la santé, il y a des cadres de régulation pour l'accès des médicaments, des innovations au sens le plus large sur les marchés, qui sont donc des cadres qui définissent finalement ce que c'est qu'une innovation à partir de la mesure de l'équilibre entre le service médical qu'elle va pouvoir rendre et le contrôle des risques qui sont associés à l'entrée de cette innovation. Ça, c'est une première façon de regarder les choses. On peut aussi regarder les choses en considérant que, quelque part, c'est un régime un peu dérogatoire qui va être, dans le cadre du soin, considéré comme un investissement et non plus comme une charge de fonctionnement. Voilà, puisque c'est une innovation, c'est un investissement et qui va pouvoir se déployer avec des mécanismes de financement spécifiques, notamment comme ceux sur lesquels on a pu travailler, des grands plans, des plans cancer, des plans France Médecine Génomique, etc., qui ne sont pas les mêmes flux financiers, qui n'ont pas les mêmes contraintes. Ou encore les référentiels, comme le référentiel des actes innovants hors nomenclature, qui n'est pas régi par la même évaluation, qui est censée être une phase préliminaire, mais qui dure et qui dure beaucoup et qui constitue une forme dérogatoire du régime principal. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que avec innovation, il y a aussi beaucoup des engagements très forts des institutions de santé et de recherche et des personnels qui travaillent dans ces institutions. Je donnerai pour illustrer ça un exemple qui a été très bien traité par un doctorant de mon labo qui a soutenu sa thèse sur le développement, donc une approche de sociologie de l'innovation autour des cellules CAR-T, donc en faisant de l'ethnographie dans différents services qui déployaient ces innovations, et dans laquelle il décrit le niveau de complexité de ces organisations pour permettre des circulations intenses de cellules, d'informations de très diverses natures d'ailleurs, entre différents espaces hospitaliers qui ne sont pas tous situés au même endroit, et en plus avec des circulations vers les acteurs privés qui sont les producteurs de ces cellules. Et alors, sans rentrer dans le détail, mais il montre à quel point cette organisation est rendue possible par un engagement des acteurs qui sont engagés, qui sont engagés dans la mise en place. Il y a énormément de réunions. Il faut innover à toutes les étapes pour que ça fonctionne, tellement c'est compliqué. Et il faut beaucoup de concertation entre les acteurs. Et il montre qu'un des enjeux importants dans cette capacité à faire collectif, on reprend un mot qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un imaginaire qui est partagé entre tous les acteurs sur le fait que ce sont des thérapies qui vont vraiment permettre d'améliorer la santé, en dépit de résultats qui, au moment où elles sont déployées, sont certes très encourageants, mais sont loin d'avoir été profondément démontrés selon les critères classiques de la mise sur le marché de cellules comme ça, qui ont des effets secondaires potentiellement très importants. Alors, autre conception importante, autre niveau d'analyse de l'innovation qu'on avait beaucoup en tête en faisant cette note, c'est celui du fait que l'innovation est avant tout aussi un concept de politique économique. Et dans le cas qui nous intéresse, l'idéal de progrès qui est associé à la recherche va se déporter sur l'innovation et finalement fonder une croissance sur l'innovation doit permettre presque mécaniquement dans nos imaginaires de servir le progrès social. Dans le cas de la santé, c'est une promesse qui permet d'améliorer à la fois la durée et la qualité de vie du plus grand nombre de personnes, tout en contribuant à la compétitivité économique. Donc on voit à quel point c'est un concept fort pour pousser et promouvoir et engager nos forces dans cette direction. Après, les économistes, de façon très schématique, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, distinguent deux types d'innovation. La première qu'on va nommer d'incrémental consiste à optimiser l'existant petit pas par petit pas, ce en quoi elle s'oppose à l'innovation dite de rupture qui, elle, change la donne,
mais là je parle du vocabulaire économique, sur les marchés économiques. Et notamment, et ça refait point avec quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'une innovation de rupture va rendre obsolète toute une série d'expertises préexistantes. Le développement du numérique a fait péricliter du commerce de proximité, des agences de voyage, toute une série d'acteurs, je ne sais pas, les taxis, bref. On voit à quel point des expertises complexes existantes avec la rupture il est attendu qu'elles ne soient plus nécessaires. Bon, concept économique. Mais de fait, cette idée d'innovation de rupture est extrêmement présente dans les politiques de recherche biomédicale. Et quand on a discuté avec les acteurs de la valorisation, par exemple la cellule qui s'occupe de ça, INSERM Transfer pour l'INSERM, est très claire. Son objectif est de soutenir les innovations de rupture de long terme. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de rendre obsolète l'expertise des collègues des CHU, mais enfin, l'enjeu, c'est de pouvoir produire des effets plus forts sur la santé, plus marquants, et on est quand même dans un cadre qui est régi par ces modélisations économiques, et notamment par le fait que c'est également l'attente des acteurs privés qui financent les développements, le passage de l'innovation débutante à une innovation qui va peut-être pouvoir rentrer sur le marché, et puis autre élément, ça va donner la priorité aux développements qui sont protégeables par la propriété intellectuelle, quelle que soit sa forme, et qui, le plus souvent, sont des développements technologiques, comme je viens de le dire. Donc il y a un lien très fort entre cette vision de l'innovation de rupture et cette conception dominante d'une innovation qui passe par le primat de la technologie. Alors, évidemment, l'enjeu n'était pas, mais j'ai déjà dit, mais je me répète, de nier l'importance, au contraire, de ces innovations de rupture pour l'amélioration de la santé, mais de poser quand même la question, quelles sont les conséquences pour la santé des populations, pour la soutenabilité économique de nos régimes de protection sociale, pour la soutenabilité environnementale de l'activité autour de la santé, d'un régime qui considère que l'innovation doit avant tout être une innovation technologique de rupture. Voilà. Et donc, en quelques mots, les effets de ce régime que nous avons identifiés, loin de nous la prétention d'avoir été exhaustif, c'est que ça va favoriser un soutien aux innovations qui sont indexées sur la rentabilité financière et moins sur les besoins de santé. Là, c'est parce que c'est dépendant d'une implication du marché directement. De fait, ça renforce la place des acteurs privés et la financiarisation du secteur, qui est un des facteurs clés qu'on a bien identifié dans l'augmentation des prix des thérapies qui ont été mises sur le marché, des thérapies très innovantes. Voilà. Par ailleurs, si à partir du moment où l'innovation est perçue comme étant résolument disruptive, même par essence, eh bien, évidemment que poser la question du droit à l'innovation en santé est quelque chose qui s'impose dans un régime de protection sociale socialisé comme le nôtre. Mais la question qui va avec, c'est finalement, mais alors c'est quoi si ça ouvre un droit, c'est quoi l'innovation? À partir de quand on va considérer que c'est suffisamment innovant? Et là, se pose la question des modalités de son évaluation. Or, on est quand même dans des situations où, puisque l'innovation devient une finalité en soi, il y a toute une série de mécanismes pour faire accéder plus vite ces molécules, ces technologies, dans la pratique du soin, avec par exemple les accès précoces de certains médicaments sur les marchés, qui sont évalués après coup, évidemment. Mais la question, c'est qu'il y a une habituation d'usage, il y a des savoir-faire qui se développent autour de ça, parfois même des métiers. Et de la même façon sur la diffusion des technologies avant d'avoir bien évalué leurs impacts. Et là, moi, c'est peut-être pas un exemple très parlant, mais moi, c'est celui qui m'a le plus parlé au départ. C'est lorsqu'en 2015, le Premier ministre demande au président de l'INSERM, de Davison même, de l'époque, Yves Lévy, de faire un rapport qui va donner plus tard naissance au plan France Médecine Génomique 2025. Donc c'est ce courrier qui est dans le dossier du plan d'ailleurs, où le Premier ministre part du constat que voilà, il y a eu des progrès technologiques, on peut faire de plus en plus d'analyses du génome entier.
Et ce qu'il demande, c'est donnez-moi sous 3 mois les conditions nécessaires pour permettre que ce séquençage du génome entier devienne réalisable en routine le plus rapidement possible. Mais la question de pour qui, pourquoi faire, est-ce que ça vaut le coup, cette question n'est pas posée. Voilà. Alors, évidemment, c'est le parti pris qu'il y a derrière. Hein. Je veux dire, c'est pas... Voilà, il n'y a rien de caché derrière. Mais on voit comment ce primat de la dimension nécessairement innovante transforme la question de l'évaluation. Voilà. Et donc... Deuxième point, il y a à la fois un effet de ce que ce régime produit et puis ce que ce régime ne permet pas d'encourager assez. Et c'est là-dessus qu'on a plutôt ancré notre ouverture dans notre note. C'est qu'elle ne permet pas de soutenir suffisamment la diversité des formes d'innovation. Bien sûr, les antibiotiques sont une innovation de rupture, mais sans les progrès dans l'hygiène et l'alimentation qui sont par définition des évolutions, enfin des innovations incrémentales, quels auraient été quels sont d'ailleurs les effets. Partir des besoins des populations pour prioriser les développements correspondant à ces enjeux de santé publique en associant dès le départ la question de l'accès, c'est-à-dire à la fois le prix, mais aussi la possibilité, par exemple, d'avoir recours à ces innovations quand elles sont plus ou moins faciles, plus ou moins sur les territoires. Je l'ai entendu tout à l'heure. De ce point de vue-là, c'était très intéressant. De façon générale, comment remettre ces innovations dans leur contexte économique, social, environnemental, pour envisager finalement une diversité des besoins et donc de réouvrir, c'est comme ça qu'on a présenté les choses, nos imaginaires sur ce qui compte et ce qui devrait compter comme innovation de santé, c'est-à-dire adopter une approche plurielle qui vise à précisément nommer, révéler ce qu'on considère comme étant innovant, y compris lorsque ce n'est pas technologique. Par exemple, faire du repositionnement de médicaments, on l'a vu... enfin bref, pour faire du repositionnement de médicaments, ce n'est pas intéressant pour l'industrie, mais pour le système de santé dans son ensemble, ça peut être extrêmement intéressant. Donc c'est une forme d'innovation, il faut quand même créer des nouveaux usages. Par exemple, déployer l'activité physique adaptée, comme dans une expertise collective de l'INSERM, ça a été analysé, c'est une forme d'innovation à la fois pour la prévention et pour le soin, évidemment les nouveaux modes d'organisation des soins ou encore le développement du Nutri-Score. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des variétés d'innovation qu'on encouragerait à visibiliser avec des coûts plus distribués, et c'est aussi des innovations qui sont plus intensives en travail humain et plus frugales, j'ai été un peu vite. Et donc pour terminer, cette idée d'encourager un questionnement éthique plutôt que d'identifier des critères de validation a priori de ce que serait une innovation éthique, identifier des formes de valorisation de ces innovations qui intègrent à la fois les bénéfices qualitatifs, les économies et les effets sur l'environnement, et promouvoir des évaluations des effets sanitaires, sociaux, environnementaux des innovations dans le temps long. Merci.